Bonjour à tous, je me présente, je me nomme Sonia Gérard, je suis docteure en psychologie et psychologue clinicienne à l'hôpital de Cannes en service de psychiatrie adulte. Je suis très heureuse de vous convier à ce rendez-vous virtuel en espérant que vous serez nombreux à vous connecter. Durant cette conférence, je vais vous parler de la peur et du désir. Nous verrons comment et pourquoi ces émotions sont essentielles chez l'homme. Au-delà des objets de peur et de désir courants, nous allons comprendre pourquoi ces émotions sont centrales pour notre survie. En effet, la peur et le désir sont si déterminants pour notre survie que sans eux, notre espèce aurait probablement déjà disparu. Les origines de ces deux émotions puisent donc à notre biologie, mais aussi à nos fonctionnements psychologiques et sociologiques. Pour comprendre en quoi ces deux émotions sont spécifiques chez l'homme, nous ferons un détour chez l'animal. Nous allons donc commencer par explorer certains aspects de la peur. On se demandera ce qu'est la peur au niveau biologique. On verra que la peur peut aussi devenir un objet de désir. On abordera deux aspects psychopathologiques de la peur, à savoir l'anxiété et les phobies. On verra que la peur peut aussi servir de régulateur social, voire même constituer un objet de culte dans certaines cultures. Dans un second temps, nous évoquerons certains aspects du désir. On se demandera ce qu'est le désir au niveau biologique. Au niveau psychologique, on abordera la notion de libido. Et nous verrons en quoi le désir de vivre peut être distinct du désir sexuel. On évoquera certains aspects pathologiques du désir, puis on terminera cette conférence en se demandant si les animaux peuvent eux aussi éprouver du désir. Pour comprendre ce qu'est la peur, nous allons d'abord la différencier de quelques concepts qui s'en rapprochent. La peur est souvent associée à la crainte, issue du latin tremere, signifiant trembler, être agité. La crainte peut en effet entraîner des phénomènes physiques de tremblement. On trouve également le terme d'anxiété qui définit une disposition habituelle à l'inquiétude. L'anxiété nous est familière et définit un état psychique adapté dans certaines situations. Mais l'anxiété peut devenir pathologique selon sa durée et quand elle s'accompagne d'effets somatiques tels qu'une importante fatigue ou encore une baisse de concentration. Dans le même registre d'anticipation, on retrouve la notion de phobie qui vient du grec phobos, signifiant frayeur, crainte, et qui est une peur sans objet. Elle est donc irrationnelle et démesurée. La peur est quant à elle l'émotion consécutive à la rencontre avec un stimulus. La peur est donc l'effet que produit un objet sur nous. Le terme est ici du latin pavor, signifiant émotion qui saisit, qui fait perdre le sang-froid. La peur a de nombreux synonymes selon son intensité. On trouve par exemple le terme inquiétude, signifiant agité, troublé, remuant, qui n'a pas de repos. On trouve également les termes de frayeur ou d'effroi. La frayeur est issue du latin fragor, signifiant un bruit éclatant, fracas, vacarme. L'effroi réfère à un saisissement provoqué par une très grande peur. Quant à l'angoisse, elle est issue du latin angustia, qui signifie passage étroit, resserré, donc gêne, difficulté, situation critique. L'angoisse renvoie à quelque chose qui procure un malaise psychique et physique. Donc, l'angoisse s'accompagne toujours de symptômes somatiques. Ce sont par exemple une gêne au niveau du sternum, la sensation d'un poids, une oppression, une difficulté à respirer ou encore des picotements, la tête qui tourne. Ces concepts se distinguent selon l'intensité des effets qu'ils procurent, ou encore selon qu'ils se rapportent à la réalité ou au fantasme. En conclusion, on peut dire que par ce petit détour, nous avons pu comprendre que la peur peut être à la fois réelle et anticipée. Elle s'exprime aussi bien dans le psychisme, par un sentiment de malaise, que par le corps, par différents signes physiques. Ce sont d'ailleurs ces signes que vise votre généraliste lorsqu'il vous prescrit des anxiolytiques. Ces derniers agissent sur les symptômes de l'anxiété, non sur ses causes. Aussi, nous pourrions nous demander
mais à quoi sert la peur? Pourquoi avons-nous peur? En d'autres termes, pour le comprendre, on va d'abord se demander à quoi sert la peur chez l'animal. Avoir peur, c'est d'abord un comportement, c'est-à-dire la capacité à réagir immédiatement à son environnement pour s'y adapter. S'enfuir, se cacher, se battre sont des comportements qui peuvent être consécutifs à la peur. La peur la plus grande pour une proie, c'est de se faire dévorer par un prédateur. C'est aussi la peur qu'un prédateur s'attaque à ses petits. La peur est donc en lien étroit avec la survie propre de l'animal et de son espèce. Cette peur du prédateur participe également à structurer la vie du couple. Ainsi, chez les suricates, l'un des membres du groupe est toujours chargé de faire le garde devant les terriers. Il prévient de la présence d'un prédateur par des vocalises particulières. Chez les prédateurs, en revanche, la peur les amène à adopter des comportements d'agressivité, tels que l'attaque ou l'intimidation. Tous ces comportements sont produits par ce qu'on appelle l'instinct. Ce sont donc des comportements automatiques qui sont immédiatement adoptés par l'animal selon les situations. Une autre des particularités de la peur chez l'animal est que cette dernière ne peut être réprimée. Les comportements liés à la peur sont donc simplifiés sous forme de réflexes. Aussi, l'animal ne peut pas ne pas avoir peur. La gazelle est contrainte de d'étaler devant une lionne, et cette même lionne ne peut renoncer à livrer un combat contre des hyènes qui l'attaquent. La gazelle, comme la lionne, ne peuvent donc contourner ou mettre un terme à leur comportement de peur. Comparé aux animaux, l'homme a peur à peu près pour les mêmes raisons, c'est-à-dire sa survie. La peur nous sert également à préserver notre organisme. Ainsi, l'homme est, comme les animaux, doté des mêmes réflexes. Face à un danger, on peut difficilement réprimer ses réflexes. On peut crier, on peut être sidéré, on peut encore fuir. L'homme développe donc un ensemble d'émotions complexes. Mais, à la différence de l'animal, l'homme peut inverser ses comportements. Il peut donc, dans une certaine mesure, parvenir à maîtriser sa peur. Cela ne veut pas dire qu'il n'éprouve pas de peur, mais que la peur, au lieu d'être une source de comportement de fuite ou d'évitement, pourra par exemple susciter de l'attrait, de la fascination, voire une certaine addiction. Chercher à se faire peur est dans nos sociétés humaines un comportement social très développé. Et il n'est pas besoin d'être un enfant pour se souvenir de l'intérêt que nous avons pour les histoires qui donnent des frissons. Donc, l'humain, contrairement à l'animal, peut, dans certains cas, se détourner de ses instincts et être attiré par ce qui lui fait peur plutôt que de prendre ses jambes à son cou. Aussi, comment se manifeste la peur en nous, au niveau physiologique? Une façon d'étudier la peur est de l'appréhender sous l'angle d'un de ses effets majeurs, qu'est le stress. Plusieurs hormones sont impliquées dans le stress, dont l'adrénaline et le cortisol. L'adrénaline est sécrétée en réponse à un stress, mais aussi avant d'entreprendre une action. Elle est responsable d'une accélération du rythme cardiaque, d'une hausse de la pression artérielle, d'une dilatation des bronches et des pupilles. Des chercheurs se sont également aperçus qu'en injectant de l'adrénaline à des rats, celle-ci augmentait leur performance mnésique. C'est ce qui a pu être constaté au cours de certaines expériences où un rat, lâché dans un labyrinthe, devait retrouver la sortie. Ainsi, les rats ayant reçu de l'adrénaline réalisent la tâche plus facilement que ceux qui n'en ont pas reçu. Le cortisol est une autre hormone du stress, il est responsable de la libération du sucre dans le sang, et cela provoque l'envie irrépressible de prendre ses jambes à son cou. Voyons maintenant ce qui se passe au niveau du cerveau. Au niveau du cerveau, les chercheurs ont mis en évidence ce qu'on appelle le circuit de la peur. Dans ce circuit, deux structures jouent un rôle important. Le thalamus, que vous voyez au centre de l'image, et l'amygdale, un petit peu en bas à gauche.
Le thalamus reçoit des informations en provenance de nos sens et renvoie des informations aux organes moteurs. Quant à l'amygdale, cette structure décode les stimuli pouvant être menaçants pour l'organisme. Ce circuit, comme vous pouvez le voir, emprunte deux voies. Une voie rapide, en rouge, et une voie longue, en noir. Selon une première voie, donc la voie courte, la perception d'un stimulus lié à un danger passe d'abord par le thalamus, puis l'amygdale, mais sans passer par les voies corticales. Cela veut dire qu'en présence de quelque chose qui nous fait peur, on réagit d'abord sans réfléchir. Autrement dit, la pensée n'intervient pas. Nous produisons d'ailleurs des réactions grossières destinées à une fonction essentielle, préserver notre vie. La pensée n'intervient que dans un second temps, lorsque le déchiffrage du stimulus passe par la voie longue. Cette fois-ci, après avoir eu peur, l'information repasse par le thalamus, puis par le cortex, avant d'aboutir dans l'amygdale. Il y a donc dans un deuxième temps une recherche des causes du risque par les voies corticales. Enfin, la structure de l'hippocampe, que vous voyez ici en bas, intervient également dans la mémorisation et l'apprentissage. Elle permet de se rappeler des stimuli inquiétants dont on a fait l'expérience. Pour résumer, la peur mobilise donc un circuit cérébral où certains neuromédiateurs ont pour but de préparer l'organisme à l'action. Fuir, se protéger en combattant, en se cachant, etc. Ce sont ces bases physiologiques qui expliquent que, sans entraînement, il est pratiquement impossible de maîtriser sa peur. Donc la peur est importante pour la survie de notre organisme. Et, comme chez l'animal, elle a chez l'homme aussi une fonction sociale. Une première fonction sociale est une fonction dite de régulation sociale. Dire que la peur est un facteur de régulation sociale signifie que l'homme aurait besoin d'avoir peur. Toutes les cultures intègrent la peur et l'instrumentalisent. Les récits mythologiques et religieux sont truffés d'éléments suscitant la peur. Nous trouvons par exemple la peur du péché, mais également la peur du diable, de l'enfer, de la mort. Par la peur, on distingue aussi ce qui est de l'ordre de l'interdit, du sacré et donc de la morale. Ainsi naît la peur des gendarmes, voilà, du juge, la peur du contrôleur des impôts également. Ces personnages ont pour fonction d'incarner l'autorité et la répression dont ils sont porteurs. Ces peurs sont à l'origine de notions sociales essentielles, comme par exemple le respect, la bienveillance, mais également la culpabilité, le remords ou la générosité. C'est donc grâce à ces peurs et aux sanctions auxquelles elles renvoient que les sociétés fonctionnent. Mais si ces formes de peur servent d'encadrement social ou religieux, elles ne sont pas pour autant recherchées par l'individu. Ces peurs sont en effet la plupart du temps redoutées et chacun fait tout pour les éviter. Aussi, nous allons nous demander à présent si la peur peut avoir une fonction psychologique. C'est le cas de la peur que l'on rencontre dans les contes de fées. Tout le monde a déjà frissonné en écoutant l'histoire du petit chaperon rouge, qui se fait dévorer par un loup, ou bien celle de Blanche-Neige, poursuivie par la jalousie maladive de sa belle-mère. Ces histoires sont très souvent effrayantes. Elles sont truffées d'événements liés à la perte d'un être cher, à sa propre mort, à la maladie, à un accident. Et certaines images peuvent être particulièrement angoissantes. Que l'on songe par exemple à une petite fille dévorée par un loup ou par un ogre, un chasseur devant tuer une jeune fille pour en rapporter le cœur, ou encore d'une sorcière périssant dans un four. Au-delà de la peur qu'ils inspirent, ces contes cependant transmettent des savoirs sur le sens de la vie. En effet, l'enfant a la capacité de rêver et de se poser beaucoup de questions sur le sens de la vie. Aussi, l'une des fonctions des contes de fées est de fournir à l'enfant un ensemble de réponses possibles. Les contes vont donc le renseigner sur les épreuves qui l'attendent. Ce peut être des épreuves de transformation, telles que la morphose du corps
la métamorphose du corps à l'adolescence, mais aussi des épreuves de perte de proches, des rencontres dangereuses, des expériences initiatiques. En 2 mots, les contes fournissent à l'enfant des réponses et des outils théoriques aux questions et aux inquiétudes qu'il peut avoir. Voici d'ailleurs ce qu'a écrit le psychanalyste Bruno Bettelheim à propos des effets du conte de fées. Pour qu'une histoire accroche vraiment l'attention de l'enfant, il faut qu'elle le divertisse et qu'elle éveille sa curiosité. Mais pour enrichir sa vie, il faut en outre qu'elle stimule son imagination, qu'elle l'aide à développer son intelligence et à voir clair dans ses émotions, qu'elle soit accordée à ses angoisses et à ses aspirations, qu'elle lui fasse prendre conscience de ses difficultés tout en lui suggérant des solutions aux problèmes qui le troublent. Sur tous ces points, et sur beaucoup d'autres, rien ne peut être plus enrichissant et plus satisfaisant dans toute la littérature enfantine que les contes de fées. Ainsi, il faudrait comprendre que le conte de fées reprend sous forme métaphorique ou d'image allégorique les difficultés qu'est susceptible de rencontrer l'enfant durant son développement. Chaque personnage incarnerait ainsi un élément du problème. De ce fait, effectivement, les personnages apparaissent sous une forme non ambiguë. La sorcière, la belle-mère ou le loup sont placés dans la catégorie des méchants, tandis que le prince, les bonnes fées, les nains font partie de la catégorie des gentils. Les situations sont toujours compliquées, extrêmes, et l'histoire se solde par une issue positive et souvent porteuse d'une morale. Ainsi, prenons l'exemple du Petit Chaperon rouge de Charles Perrault. Il y est question d'une jeune fille dont la couleur de la cape laisse deviner qu'elle est probablement entrée dans une phase de puberté, c'est-à-dire de transformation de son corps qui se sexualise. Or, le loup pourrait renvoyer au danger lié à la sexualité. L'angoisse du viol est quant à elle, métaphorisée par celle de se faire dévorer par les grandes dents du loup. Aussi, on peut dire que la peur fait partie intégrante des contes de fées. Elle stimule l'imagination, elle met donc l'enfant dans un inconfort émotionnel qui va marquer son esprit. D'autant que si l'on se souvient que le circuit de la peur stimule la sécrétion d'adrénaline, alors cette adrénaline va améliorer les performances mnésiques. Aussi, en frissonnant devant un conte de fées, un enfant a plus de chances de s'en souvenir. Le conte de fées constitue alors un élément formateur dans la construction de sa personnalité. Mais nous allons voir qu'il existe également certaines peurs qui, au contraire, peuvent susciter de l'attrait et faire l'objet d'une quête. Ainsi, nous allons nous interroger sur la peur comme objet de désir. On peut le retrouver chez certains jeunes, par exemple. Se faire peur, c'est se prouver à soi et aux autres qu'on est adulte. La pression des pairs et l'imitation des comportements à risque font que le jeune va rechercher ces comportements extrêmes où la peur est présente. La peur va être dans ce cas-là ritualisée au sein d'activités risquées formant en quelque sorte des rites de passage. Il s'agit alors pour le jeune de braver sa peur, d'aller à l'encontre de ses réflexes biologiques pour s'intégrer à un groupe. La peur aurait alors pour fonction de produire de la cohésion sociale. Mais surmonter sa peur transforme également l'identité, ce qu'on appelle le moi, c'est-à-dire qu'après, on n'est plus pareil. Auparavant, certaines institutions, telles que le service militaire, le brevet ou le baccalauréat, servaient de rite de passage. Aujourd'hui, les jeunes privilégient davantage leur corps pour réaliser ce rite de passage avec, par exemple, l'expérience des tatouages, mais également des piercings. Dans ce type de rite de passage, la peur est alors liée à la douleur physique, qu'il s'agit bien évidemment de surmonter. Outre la douleur physique, la peur, c'est aussi le risque de perdre la face devant les autres, ou encore d'avoir honte de l'échec. Les jeunes recherchent donc la peur d'abord comme une pratique qui va valider leur courage. Puis, le fait de surmonter sa peur transforme le jeune, le faisant entrer véritablement dans la catégorie des adultes. Toutefois, vouloir avoir peur par plaisir peut devenir une véritable addiction.
Il s'agit ici d'activités ou des situations où les émotions de peur sont extrêmement importantes, irrépressibles, et pouvant créer une dépendance à 3 niveaux. Au niveau biologique, en effet, on peut devenir addict à la peur, eu égard aux émotions que provoque la sécrétion d'hormones dans le cerveau, telles que les endorphines ou l'adrénaline. Les endorphines sont des antidouleurs naturelles que produit notre organisme. Quant à l'adrénaline, elle intervient lorsqu'on éprouve des sensations fortes et dans des situations où le danger est présent. Nous la retrouvons par exemple dans certains sports, tels que le saut en parachute, les sports automobiles ou encore les amateurs de montagnes russes. Au niveau sociologique, le sujet addict va rechercher certains environnements où la peur est présente. Il peut s'agir autant de moments en solitaire que de moments en groupe. La peur est alors recherchée parce qu'elle va agir comme un opérateur de cohésion sociale. Ce qui signifie que le fait de vivre ensemble des événements où la peur est présente rassemble les gens. Il s'agit non seulement d'éprouver ensemble la peur, mais également les sensations de soulagement et de réassurance qui suivent. C'est par exemple le cas des jeunes qui visionnent des films d'horreur entre copains, certaines attractions ou des manèges de fêtes foraines qui fonctionnent sur les émotions de peur et des surprises. On retrouve également cette fonction cohésive de la peur dans le cas de personnes qui ont été témoins de catastrophes naturelles ou d'attentats. Au niveau psychologique, enfin, l'addiction à la peur peut renvoyer à la recherche d'émotions fortes, à la prise de risque, à la nécessité de se défier, produisant ainsi une dépendance. Ici, c'est la dimension d'excès qui produit le sentiment de peur avec les enjeux qu'elle peut impliquer. Peur de perdre son argent casino, par exemple, ou peur de perdre la vie au cours de certaines addictions aux toxiques. C'est également la peur qui produit, comme dans l'addiction aux jeux de casino ou le sport à outrance, ce sentiment d'être vivant. En effet, comme on l'a vu, la peur intervient également au niveau physiologique, par la cascade d'hormones qui sont produites. C'est donc l'association de facteurs physiologiques, sociologiques et psychologiques qui crée une certaine dépendance à la peur. Aussi, nous pourrions nous demander si on est en mesure de contrôler sa peur. L'entraînement, mais aussi la psychothérapie, permettent d'accéder à un certain contrôle de la peur. L'entraînement, en effet, est le moyen le plus commun de combattre la peur. Ainsi, par exemple, un enfant qui grandit dans une zone de conflit armé ou sismique va pouvoir intégrer ces facteurs de risque. Ils vont le préparer à dominer sa peur. Durant toute son enfance, cet enfant va être entraîné à adopter certains gestes. C'est ce que font par exemple les petits Japonais. Très tôt, ils apprennent les procédures à suivre lors de tremblements de terre. Mais voyons maintenant une autre catégorie d'humains, spécialistes de la peur, les militaires. Comment font-ils avec la peur? Ici, la peur est un peu plus compliquée, car elle est vécue et perçue comme une marque de faiblesse. Voici par exemple ce qu'en dit un colonel. C'est un sujet tabou, car elle est considérée comme un signe de faiblesse qui ne cadre pas avec le profil du soldat. En outre, c'est une réaction qu'une institution encore fortement dominée par les hommes juge très virile. Chez le soldat, la peur ne renvoie donc pas seulement à l'angoisse de mort, elle réfère également à tout ce qui est inconnu, imprévisible, incontrôlable. Elle peut être corrélée au sentiment d'impuissance et de désespoir. Aussi, dans l'absolu, la peur n'est jamais liée au réel, mais à la perception personnelle que chacun s'en fait. Autrement dit, c'est la représentation d'une situation qui va développer ou non la peur. Dès lors, comment est-ce que les militaires peuvent-ils faire pour surmonter leur peur? Étrangement, pour dépasser sa peur, il faut d'abord la reconnaître. C'est-à-dire qu'il faut éprouver un sentiment de peur, puis en être conscient. D'où les difficultés à contrôler sa peur si on s'emploie à la dénier ou à la contourner. Ensuite, il faut en repérer les signes, donc observer les effets que la peur peut produire sur soi. Il faut ensuite pouvoir en discuter. Par là, il s'agit de mettre des mots sur des ressentis parfois flous, désagréables,
et souvent pas facile à décrire. Discuter de sa propre peur signifie également se confronter au regard de l'autre ou des autres qui vous écoutent, ce qui peut faire obstacle à admettre sa propre peur chez le soldat. Aussi, chez le soldat, cette difficulté à admettre sa peur peut être le sentiment de lâcheté et celui de perdre sa dignité. Or, si la figure du soldat qui a peur est une image refusée par tous dans l'armée, la peur doit pourtant être prise en compte si le soldat veut parvenir à la maîtriser. De plus, pour maîtriser la peur en tant que soldat, il faut connaître le terrain. Plus le soldat connaîtra ce contre quoi il va se battre, et plus il pourra développer un sentiment de confiance. Ce qui signifie que parvenir à une meilleure connaissance de son ennemi nous permet de moins en avoir peur ou d'en diminuer l'effet de surprise. Ensuite, intervient la formation pratique qui permet aux soldats de se familiariser avec certaines situations, mais aussi avec des stimuli particuliers comme les bruits, les odeurs, les lumières, et qui suscitent des comportements à adopter dans chaque circonstance. Deux autres facteurs intervenant dans la réduction de la peur sont la confiance en soi ainsi que la cohésion de l'équipe. La confiance en soi correspond à l'ensemble des connaissances que l'on a glanées sur soi au fil des expériences et qui nous permettent d'anticiper nos réactions et donc de parvenir à une certaine maîtrise de soi. Quant à la cohésion d'équipe, elle est centrale dans le métier de soldat. Un soldat seul est toujours plus vulnérable qu'en groupe. De même que le maintien des habitudes du quotidien peuvent aider à réduire la peur. Il s'agira par exemple de continuer de se raser. Ces habitudes installent un sentiment de familiarité qui aide à réduire le développement de la peur. Enfin, la discipline peut aider à diminuer le sentiment de peur. Il s'agit d'obéir aux ordres, de travailler de concert et surtout de ne pas réfléchir seul. Tout cela constitue des éléments qui interviennent dans la maîtrise de la peur. Certains soldats n'hésitent pas non plus à mobiliser leur sens de l'humour ou encore leur foi religieuse, sans oublier le recours aux drogues et à l'alcool, qui ont pour effet d'altérer la vigilance et la conscience de la peur. Ainsi, à la bataille de Waterloo en 1815, les régiments britanniques avaient des tonneaux de whisky au centre de leur formation en carré. On peut donc maîtriser la peur en suivant l'exemple des militaires et des stratégies qu'ils ont mis en place. Toutefois, la peur peut être également et sciemment utilisée dans certaines cultures. Autrement dit, à présent, nous allons nous demander s'il existe un culte de la peur. Dans certaines cultures, la peur revêt une dimension sociale importante. Ainsi, par exemple, en Nouvelle-Zélande, l'équipe nationale de rugby, les All Blacks, danse et chante ce qu'on appelle un haka. Cette danse est destinée à intimider les joueurs de l'équipe adverse. En maori, haka signifie danse, et les All Blacks exécutent principalement le haka kamate, qui signifie c'est la mort. Le kamate raconte l'histoire d'un guerrier, Te Rauparaha. Celui-ci était poursuivi par ses ennemis et exprimait alors autant sa peur d'être capturé que l'exaltation de survivre. Ce type de haka renvoie donc à la peur en cas de défaite et à la volonté de vaincre. Aussi, afin de susciter la peur chez leurs adversaires, les chanteurs de haka n'hésitent pas à exorbiter les yeux, à produire des sons gutturaux et à lancer des paroles crues ou des insultes. Voici d'ailleurs un extrait de leur chant. Frappez des mains sur les cuisses, que vos poitrines soufflent, pliez les genoux, laissez vos hanches suivre le rythme, tapez des pieds aussi fort que vous pouvez. C'est la mort, c'est la mort, c'est la vie, c'est la vie. C'est la personne poilue qui fera à nouveau briller le soleil. Un pas vers le haut, un autre vers le haut, un pas vers le haut, un autre vers le haut. Le soleil brille. Aussi, la peur est un ingrédient important de la culture sportive maori. Elle est instrumentalisée afin d'intimider, c'est-à-dire d'affaiblir les adversaires, et ainsi se retrouver dans les meilleures conditions afin d'obtenir la victoire. Mais bien souvent, la peur est rejetée, car nous la connotons bien souvent à la mort, à l'idée de la mort. Par exemple, au lendemain de phénomènes traumatiques tels qu'une guerre, un tremblement de terre ou un accident, eh bien le souvenir de la peur se transmet.
On le retrouve au sein des comportements sociaux. Ainsi, en France, il y a encore quelques années, le tintement de la sirène pouvait déclencher des comportements d'inquiétude. La peur de la guerre s'invitait de nouveau. Il y a quelques mois, des coups de feu en plein Nice ont suscité des mouvements de panique, ravivant le souvenir tragique de l'attentat terroriste du 14 juillet qui a fait de nombreux morts. Pour conclure, on peut dire que la peur peut susciter de l'aversion ou de l'attrait. Mais la peur peut aussi devenir envahissante et se transformer en véritable maladie. C'est ce que nous allons aborder à présent avec l'exemple de la phobie. La phobie est une peur ressentie envers un objet qui n'est pas présent. Elle se manifeste chez un individu par le développement d'une émotion de peur-panique ou d'une émotion très intense qui peut le freiner dans ses activités quotidiennes, voire devenir une vraie source de handicap. Ainsi, certains vont pouvoir se retrouver dans l'impossibilité de sortir de chez eux ou vont devoir changer de trottoir à la vue d'un chien, ou bien quitter une pièce en présence d'un insecte tel que cette belle araignée que vous voyez à l'écran. Mais selon certaines théories psychologiques, l'objet phobique serait en réalité un camouflage. Il servirait à cacher le véritable objet de la peur. Bien sûr, la personne phobique ignorerait le lien entre l'objet phobique et le véritable objet de ses craintes. Ainsi, dans la phobie, se produit une sorte de déplacement de la peur depuis l'objet réel vers un autre. Par exemple, la peur développée par une figure parentale agressive pourra se développer sur la figure d'une araignée ou d'une souris. C'est le déplacement de la peur qui fait que l'objet phobique a souvent peu de choses à voir avec sa cause. Mais on pourrait se demander pourquoi le sentiment de peur se déplace-t-il ? Le déplacement se fait en raison d'une défense psychologique. Prenons l'exemple d'un père violent envers ses enfants. Bien que l'environnement familial soit violent, l'enfant a cependant besoin de continuer d'être en lien avec ce père, et ce, afin de poursuivre son développement. Aussi, afin de préserver une dimension positive rattachée au père, il se peut que selon ses défenses psychologiques, l'enfant développe une phobie. Elle sera destinée alors à le protéger de la dimension négative de la peur. Par la phobie des araignées, par exemple, l'enfant continuera d'avoir peur, mais sans avoir à se détacher de son père. Nous arrivons ainsi au terme de cette présentation succincte de la peur et de ses fonctionnements. À présent, je vais vous proposer d'aborder le désir qui, intuitivement, mais intuitivement seulement, pourrait constituer le contraire de la peur. Comment définir le désir ? Il est important d'abord de le dissocier de l'amour. Si l'amour est et jouissance de l'objet, le désir peut alors être défini comme ce qui le précède. Autrement dit, on en vient à aimer ce qu'on a désiré. Le désir viendrait donc en premier comme tension vers l'objet convoité. Le désir recouvrirait alors deux phénomènes. Le premier est le manque de quelque chose. Si je désire quelque chose, c'est que précisément cette chose me manque. Donc le désir révèle un manque, un vide ou encore une frustration. Le second phénomène est que le désir marque une tension vers l'objet manquant, et ce afin de se le procurer. La notion de désir, comme vous pouvez le voir à l'écran, peut recouvrir d'autres concepts qui y sont liés. On parlera par exemple de soif, d'appétit, qui vient du latin appetitum, signifiant vif désir. On retrouve également l'envie, qui vient du latin invidia, mais qui signifie malveillance, antipathie, jalousie. On retrouve également la notion de convoitise, de souhait, de passion, qui vient du latin passionem, signifiant pâtir, donc souffrir. Nous retrouvons également l'amour, ou encore la faim, du latin fames, qui signifie autant la faim aux sciences physiologiques que la faim comme violent désir, passion et avidité. Donc, le désir est une tension vers quelque chose qui n'est pas encore acquis. On peut la distinguer de la notion de pulsion telle qu'elle a été définie par Freud. Pulsion vient du latin pulsio, qui signifie action de repousser. Elle définit d'abord une poussée qui vient du corps et qui y crée une tension pouvant devenir désagréable. C'est donc cette tension qui va orienter le sujet à accomplir certains actes afin que cette tension puisse se relâcher, justement.
La pulsion, c'est par exemple ce qui amène une personne souffrant d'un trouble lié à l'alcool à se jeter sur la boisson. La pulsion le rend alors dépendant et aliéné à l'alcool. Mais il faut voir que la pulsion est différente du désir, car elle est souvent décrite comme inconsciente, alors que le désir est, lui, aspiration de l'être conscient. Une autre différence, c'est que la pulsion cherche sa satisfaction immédiate. On ne peut réprimer un besoin d'acheter, de boire de l'alcool ou encore de s'adonner à des pulsions au casino. La pulsion ne peut donc supporter d'être reportée, d'être différée. Elle doit être satisfaite sur le champ, sinon on ne se sent pas bien. Alors que le désir, au contraire, se construit avec le temps et par la réflexion. Ainsi, la pulsion abolit le désir. Par la satisfaction immédiate et pressante, le désir qui, lui, a besoin de temps ne peut alors se construire. Il disparaît dans l'instant, puisqu'on lui ôte le temps durant lequel il aurait pu grandir. Voyons à présent comment le désir se manifeste-t-il au niveau physiologique. La biologie du désir, la survie de l'homme et la transmission de ses gènes sont facilitées par le développement du désir sexuel, appelé également libido. La libido signifie en latin envie, désir, caprice, sensualité, désir amoureux. La libido conduit à développer un comportement de court, puis d'accouplement. Le désir sexuel suscite en nous des comportements de séduction. Les principales hormones impliquées dans le désir sexuel sont notamment la testostérone chez l'homme et les œstrogènes chez la femme. Par ailleurs, certains mécanismes du cerveau sont désactivés lorsque se manifeste un désir. Ce sont par exemple ceux qui sont impliqués dans la critique, dans le jugement et dans l'agressivité. Mais on peut voir que le désir est également une dimension inconsciente, non visible. Ainsi, pour expliquer la notion de désir, Freud a commencé par celle de besoin. Le besoin, chez l'enfant, c'est par exemple celui d'être nourri, d'être langé, etc. Le besoin correspond ainsi à un état de tension interne. Lorsqu'il a faim, l'enfant a donc des perceptions désagréables qui vont le faire pleurer ou gigoter. Puis, dès lors qu'il commence à être nourri, eh bien l'enfant va s'apaiser. Le ventre vide, comme le ventre plein, sont donc des perceptions désagréables pour la première et agréables pour la seconde, dont l'enfant va se souvenir. Le besoin se satisfait alors dans la réalité par la dissolution de cet état de tension. Le désir, lui, est différent. Il s'accomplit non pas dans la réalité, mais par le souvenir. Désirer, ce serait alors se souvenir mentalement de ce qui nous a satisfait, pour bien évidemment de nouveau le viser. Il y a donc une distance entre le désir qui est souvenir et la réalité qui est la perception concrète d'une satisfaction. Toutefois, pour Freud, le désir trouve sa pleine expression dans le rêve et les symptômes. Le rêve, écrit Freud, tout rêve est l'accomplissement d'un désir. Ce qui signifie que dans nos rêves s'accomplissent nos désirs inconscients. Le rêve facilite en effet l'expression d'une partie de notre inconscient. Mais pour que les images ne troublent pas le rêveur jusqu'à le réveiller, les désirs inconscients sont alors transformés, déguisés. Le rêve est donc le lieu de l'expression de nos désirs inconscients. Quant aux symptômes, Freud a été l'un des premiers à défendre qu'ils avaient une signification. Il est même allé encore plus loin puisqu'il a proposé que le sens des symptômes était précisément en lien avec la satisfaction des désirs. Autrement dit, les symptômes psychopathologiques seraient l'expression et la réalisation de désirs inconscients. En ce sens, ils seraient comparables au rêve. Dans ses travaux sur l'hystérie, Freud a étudié des femmes dont les crises étaient assez spectaculaires. Or, leurs symptômes n'avaient aucune origine organique. Il pouvait s'agir d'une femme qui se trouvait paralysée des jambes, d'un bras, qui perdait la voix, ou encore qui devenait subitement aveugle. L'hystérie avait donc quelque chose de mystérieux, de presque magique, ce qui au Moyen-Âge a contribué à l'assimiler à une œuvre du diable. Les hystériques étaient alors considérés comme possédés par le démon.
la solution étant de les brûler sur le bûcher. Lorsque Freud commence à analyser les hystériques, il s'intéresse bien sûr aux symptômes spectaculaires, mais également à leur histoire. Et il n'est pas rare que ces patientes lui rapportent des cas de traumatisme, de grande frayeur, ainsi que des fantasmes sexuels, des souvenirs de séduction par un adulte alors qu'elles étaient enfants ou adolescentes. Aussi, les symptômes que présente l'hystérique seraient en lien avec leur histoire, donc signifieraient quelque chose. Dans un premier temps, Freud suggère que ces symptômes correspondraient à des réminiscences, des souvenirs traumatiques ou de séduction sexuelle. Puis il penche plutôt pour une signification d'ordre sexuel qui trouverait son origine dans l'enfance. Il peut s'agir d'un enfant séduit par un adulte ou encore de ce qu'il appelle la scène primitive. La scène primitive correspond à l'éventualité où un enfant surprend ses parents en train de faire l'amour. Puis Freud comprend que ces faits de séduction peuvent en réalité correspondre à des fantasmes, à des désirs de séduction. C'est par exemple la petite fille qui rêve d'un acte érotique avec son papa, ou le petit garçon qui fantasme ce qui se passe derrière la porte d'une chambre de laquelle s'échappent des gémissements. Ainsi, les symptômes réversibles de l'hystérie seraient l'expression de désirs refoulés, provoquant des conflits psychiques. Aussi, pour pouvoir s'exprimer, ces désirs refoulés se déguisent sous la forme de signes que sont les symptômes. Mais le désir n'exprime pas seulement des conflits psychiques, il peut tout simplement exprimer l'envie de vivre. Dans ce sens, les phénomènes de l'andropause et de la ménopause vont nous permettre de comprendre cette envie de vivre se déroulant à distance des périodes de reproduction. En fait, andropause et ménopause permettent de dissocier la sexualité de la fonction reproductive. Elles nous permettent aussi de trouver dans le désir une autre fonction beaucoup plus large que celle de la satisfaction sexuelle. Après 50 ans, la chute de la production hormonale fait qu'hommes et femmes ne sont plus guidés par le désir d'avoir des enfants. Dès lors se pose la question de où trouver le désir de vivre. En d'autres termes, à quoi servons-nous si nous ne sommes plus en mesure de perpétuer notre espèce? Et cette question de la fonction des seniors est particulièrement compliquée en Occident, tant la vision des plus de 50 ans est péjorative. Ménopause et andropause initient souvent un arrêt de la vie professionnelle, ce qui veut dire qu'en Occident, dès qu'on atteint la soixantaine, on est considéré comme inactif, donc socialement inutile. Or, l'homme comme l'animal remplissent des fonctions sociales qui participent également à la survie de l'espèce. Pour en parler, j'ai pris un exemple chez les animaux. C'est par exemple en observant le comportement des vieilles orques femelles, donc ménopausées, que les chercheurs ont découvert qu'elles remplissaient un rôle crucial pour la survie du groupe. Car seules les vieilles orques connaissent les endroits les plus poissonneux, mais également les techniques de pêche ou de défense les plus efficaces. Aussi, par ces transmissions, ces orques participent à la survie de leur espèce. Dans les sociétés traditionnelles, les personnes âgées de plus de 50 ans continuent d'occuper des fonctions sociales importantes, liées, comme chez l'orque, à la transmission des savoirs aux plus jeunes. Aussi, même si les seniors ne participent plus à la reproduction de leur espèce, ils trouvent par leur fonction sociale d'autres modalités pour donner du sens à leur vie. Ce qui ne signifie pas pour autant qu'ils aient tiré un trait sur le désir d'ordre sexuel. Le désir sexuel peut être défini... Alors, avant de voir les troubles, on va revenir au désir. Le désir sexuel peut être défini comme la capacité à manifester de l'intérêt pour les activités sexuelles. Toutefois, il n'est pas rare que ce désir soit perturbé. Il est important, en effet, de distinguer le manque de désir de la sexualité à pouvoir jouir ou frigidité.
Ces troubles n'ont souvent pas de lien avec la sexualité. Autrement dit, on peut avoir un rapport sexuel sans pour autant éprouver de désir ou de plaisir. La baisse de désir chez la femme et l'homme sont donc des phénomènes complexes. Cette baisse de désir est souvent liée à une multitude de facteurs psychosociologiques. Chez la femme, il peut s'agir par exemple de la façon dont la sexualité lui a été présentée par sa famille, mais également des événements qui ont pu perturber son évolution sexuelle. Ces événements peuvent être des tentatives de séduction, des abus, des viols. Il y a également l'entente conjugale, avec le poids des conflits, ou encore l'absence de stimuli sexuels dans l'environnement conjugal. Au niveau psychologique, on peut trouver l'absence de fantasmes sexuels ou de scénarios érotiques. Il y a également des facteurs biologiques, tels que la baisse de certaines hormones, mais également la fatigue, le stress, les états dépressifs, la prise de substances toxiques psychoactives, la ménopause. Tous ces facteurs constituent autant de causes possibles de la baisse ou de l'absence de libido. Chez l'homme, outre les causes psychosociales que nous venons d'évoquer, on trouve également sur le plan physiologique les problèmes d'érection. Ces derniers peuvent être liés à des troubles cardiovasculaires, mais également une maladie infectieuse, un diabète, des troubles hormonaux. Aussi, une question qui peut se poser est: existe-t-il une psychopathologie du désir? En psychopathologie, il existe différents troubles et symptômes en lien avec le désir. Nous allons prendre l'exemple du trouble appelé érotomanie. L'érotomanie est la croyance délirante d'être aimé et désiré d'une personne dont le statut la rend exceptionnelle. Il suffira par exemple d'un regard un peu appuyé, d'un geste anodin, pour que la personne fasse de fausses interprétations et se croie être le centre d'une attention amoureuse hors du commun. Mais des troubles du désir peuvent également apparaître au sein de troubles psychiatriques. C'est peut-être par exemple le cas dans certains troubles de l'humeur, comme dans l'état maniaque. L'état maniaque se caractérise par une humeur extrêmement haute, avec une exaltation, une énergie débordante et des troubles du comportement. Toutefois, cet excès d'énergie reste souvent stérile avec une tachypsychie et une fuite des idées. Les idées, en effet, sont très nombreuses et se bousculent dans la tête. Du coup, la personne échoue à mener à bien une seule action. Tout devient très compliqué, il peut y avoir une altération du lien à la réalité avec le surgissement d'un délire. Dès lors, le désir sexuel peut, dans ce cas, devenir totalement débridé, avec une prise de risque par la personne qui multiplie les partenaires ainsi que les conduites à risque. À l'opposé de la manie, nous trouvons le trouble que l'on appelle mélancolie. Elle se caractérise par une dépression sévère, avec un ralentissement psychique au niveau des pensées, des désirs de toutes sortes, dont le désir de vivre. Ce ralentissement concerne également la sphère motrice. Le sujet peut se retrouver prostré, ne plus sortir de son lit, ce qu'on appelle en termes psychiatriques clinophilie, ne plus se laver, appelé incurie, ne plus manger. Le sujet mélancolique peut ainsi rester des jours dans un état végétatif avec des idées suicidaires, un sentiment de dévalorisation et une perte totale de confiance en soi. Ainsi, l'absence de désir touche ici toutes les sphères psychologiques, sociales et biologiques. Aussi, pour résumer ce qu'on vient de voir sur le désir, nous pourrions dire que c'est à la fois un sentiment, un éprouvé physiologique qui construit notre relation aux autres et qui contribue à donner du sens à notre vie. Le désir est aussi important que la peur pour notre survie et celle de notre espèce. En effet, grâce au désir, nous pouvons développer des comportements de séduction non seulement pour nous trouver un ou une partenaire, mais aussi pour développer des projets et ainsi donner du sens à notre vie.
Mais bien que le désir soit central, comme nous venons de le voir, il peut lui aussi devenir dysfonctionnel. Aussi, pour achever cette conférence, nous pourrions nous demander si nous sommes les seuls dans le règne animal à éprouver du désir sexuel sans sexualité, ou bien si les animaux sont aussi, eux, capables d'un tel éprouvé. En fait, les animaux ne sont pas différents de nous. Et leur désir trouve leur expression favorite dans les comportements de cour qu'on appelle également parade nuptiale. Les animaux, comme les hommes d'ailleurs, les hommes et les femmes j'entends, ont des techniques très diverses et parfois très ingénieuses pour séduire leurs prétendantes. Ainsi, chez un petit oiseau appelé le jardinier brun, ce petit passereau d'Australie séduit sa femelle en lui construisant un nid fantastique, comme vous pouvez le voir à l'écran, de dimensions astronomiques, parfois dépassant le mètre de haut, 1 mètre de haut. Le jardinier va agrémenter son nid par des décorations très recherchées. Il peut y mettre des plumes, des fleurs, des cailloux, des fruits, des graines. Ces décorations sont destinées à attirer la femelle dans son nid, puis à la féconder. Ensuite, celle-ci s'en ira, alors que monsieur, en séduira une autre. Chez le porc-épic, c'est tout à fait différent. Et la parade semble moins séduisante, mais terriblement efficace. Après s'être frottés mutuellement leurs museaux, le mâle se dresse sur ses pattes arrière et envoie à la femelle un jet d'urine. Si cette dernière ne grogne pas, alors le mâle pourra la féconder. Un dernier exemple de cour assez ingénieuse chez les animaux nous est donné par ce qui se passe chez la couleuvre jarretière. Lorsque cette dernière sort de sa période d'hibernation, la couleuvre femelle émet des phéromones attirant les mâles, formant ce qu'on appelle une boule nuptiale, telle que vous pouvez le voir à l'écran. Cette boule nuptiale ressemble fort à une orgie et peut rassembler jusqu'à une centaine de mâles. Les animaux usent également de techniques similaires à celles qu'emploient les hommes pour séduire leurs partenaires. Il faut ainsi leur en mettre plein la vue, il faut également lui chanter la sérénade. Il faut aussi savoir se montrer proche des enfants. Ou encore la faire danser. Ces différentes stratégies de séduction exprimant le désir sexuel sont toutes destinées à préparer l'acte sexuel. Mais l'on peut retrouver chez les animaux quelque chose d'assez étrange pour nous, à savoir une sexualité déliée de toute nécessité de reproduction. En d'autres termes, les animaux seraient également capables d'éprouver du plaisir pour leur seul plaisir. Les éthologues, spécialistes du comportement animal, se sont penchés sur cette question. Ainsi, ils ont découvert que les pratiques homosexuelles n'étaient pas rares chez les singes ou les manchots, par exemple. La bisexualité serait pratiquée chez les bonobos, comme moyen d'apaiser les relations tendues. Les éthologues ont noté d'autres comportements étranges. Ils ont pu repérer que certains dauphins pouvaient se masturber sur des poissons morts ou encore sur des bouées, alors que la chauve-souris pratiquait la fellation ou le cunnilingus. Ainsi, fort de ces observations, nous pourrions conclure à l'existence d'une très forte proximité entre les animaux et les hommes. Le désir, notamment, présent dans les phénomènes de parade amoureuse et constituant les prémices à la reproduction sexuelle, est ainsi central dans la vie des êtres vivants. Pour conclure, comment articuler la peur et les désirs? Eh bien, nous pourrions dire tout d'abord que peur et désir ont pu apparaître comme antagonistes. On a vu que la peur pouvait conduire à des comportements d'évitement, des stratégies de fuite, voire même des psychopathologies avec la phobie.
A priori, on fait tout pour ne pas avoir peur. Alors que, de manière inverse, nous avons vu que le désir suscitait des comportements de rapprochement, de tension vers l'objet convoité. Cependant, le désir comme la peur sont à la base de notre survie et à celle de notre espèce. Les deux, en effet, renvoient à des émotions extrêmement puissantes, qu'il s'agisse du niveau physiologique, par différentes sécrétions hormonales centrales dans les comportements de préservation, ou encore du niveau psychosociologique, dans la construction de soi, dans la socialisation, dans la genèse de la morale, de l'altruisme, de l'amour de l'autre. On a également vu que peur et désir peuvent devenir dysfonctionnels, par les exemples de la phobie et de l'érotomanie. Aussi, pour conclure brièvement, il nous est apparu que la peur et les désirs étaient des émotions et des éprouvés complémentaires, c'est-à-dire qu'ils sont indispensables autant pour notre survie que pour le sens que nous lui donnons. Il nous faut donc les préserver pour ces fonctions centrales qu'ils remplissent. Voilà, je vous remercie pour votre attention et vous donne, je l'espère, rendez-vous à une prochaine fois. Merci et au revoir.